Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, je passe la parole à Ambre pour présenter les attendus de la HAS concernant ces critères impératifs. Alors bonjour à tous. Donc pour la présentation des critères impératifs du manuel des établissements de santé pour la qualité des soins, on va commencer par un rappel sur les critères du référentiel de la HAS. Donc 131 critères sont répartis selon 3 niveaux d'exigence, à savoir 109 critères standards qui correspondent aux attendus de la certification. Puis 5 critères avancés qui correspondent à des critères souhaités mais non exigibles encore pour le moment, qui constitueront peut-être des standards de demain. Puis, ce ne sont plus 15 critères, mais bien 17 critères impératifs depuis janvier 2022, qui correspondent à des exigences prioritaires. Ce sont des évaluations de situation qu'on ne souhaite plus voir au sein des établissements de santé. À noter un point important, que si l'évaluation de l'un des critères, de l'un de ces 17 critères impératifs est négatif, la HAS se réserve le droit de ne pas certifier l'établissement de santé. Il y a donc vraiment une attention particulière à avoir sur ces 17 critères impératifs, d'où l'objet aussi de ce webinaire. Une particularité, lors de la visite, si un critère impératif n'atteint pas le niveau d'exigence attendu, une fiche anomalie sera générée donc par l'expert visiteur. Cette fiche anomalie va permettre de caractériser déjà la nature de l'anomalie et ensuite en déterminant les causes. Cette fiche anomalie sera complétée de différents items, à savoir l'impact que cette anomalie constatée a pu avoir sur le patient, quelles sont les pratiques habituelles faites au sein de l'établissement. Est-ce que l'établissement avait aussi connaissance de cette situation? Et si oui, est-ce que l'établissement l'a intégré dans sa gestion des risques? Et donc, si elle l'a intégré dans cette gestion des risques, est-ce qu'elle a apporté des mesures conservatoires mises en œuvre ou projetées? Tous ces éléments, ces items renseignés seront partagés avec l'établissement donc lors de la visite. Et c'est ce qui va permettre d'éclairer un petit peu la prise de décision de la commission de certification. Donc, voilà pour cette première partie. Ensuite, on va détailler un peu plus les critères impératifs en fonction du référentiel, donc des 3 chapitres qui composent le référentiel, à savoir le patient, les équipes de soins et l'établissement. Donc, on peut voir que c'est dans le chapitre 2 concernant les équipes de soins qu'on dénombre le plus de critères impératifs. Donc, je vais reprendre la liste des différents critères impératifs par chapitre. Donc, dans le chapitre patient, le premier chapitre, on dénombre 4 critères impératifs. Le premier critère, le patient exprime son consentement libre et éclairé au projet de soins. Ensuite, le patient bénéficie du respect de son intimité et de la dignité. L'autre critère concerne la douleur. Est-ce que le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur? Pour ces 3 critères, tout l'établissement est concerné. Puis, un dernier critère impératif spécifique aux établissements accueillant des enfants ou adolescents. Le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté.
Ici, dans ce chapitre, de façon générale sur le patient, mais en plus avec ces critères impératifs qui ressortent, on va venir vérifier si le patient est associé à son projet de soins, est-ce qu'il a été respecté au niveau de l'intimité, la dignité, mais est-ce qu'il a été également acteur de sa prise en charge. Donc, par exemple, pour la douleur, est-ce qu'il a participé, est-ce qu'il a fait appel aux équipes pour voilà, notifier s'il avait une douleur, est-ce qu'il a participé à l'évaluation de sa douleur. Donc voilà globalement pour ce premier chapitre. Donc pour le deuxième chapitre, donc qui dénombre le plus grand nombre de critères impératifs, d'où la nécessité vraiment d'impliquer au maximum les professionnels de terrain, 8 critères impératifs ressortent. Pour ces critères impératifs, donc c'est la maîtrise de l'utilisation du médicament à risque. Est-ce que les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque? Est-ce que les équipes maîtrisent également les risques infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires? Donc, il vient d'être rajouté. Est-ce que les équipes mettent en place des actions d'amélioration fondées sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins? Pour ces 4 critères, tout l'établissement est également concerné. Ensuite, 2 autres critères en lien avec des établissements ayant un secteur interventionnel ou bloc. L'utilisation efficace au bloc et dans les secteurs interventionnels, est-ce que la checklist sécurité du patient est utilisée de manière efficace? Et est-ce que les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs? Ensuite, un critère lié aux équipes maîtrise les risques liés à l'hémorragie du postpartum immédiat. Puis ensuite, 2 derniers critères, donc toujours en lien dans ce chapitre avec les équipes, qui concernent la pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté, donc limitation des contacts, des visites, retrait des effets personnels, isolement, est-ce qu'elle est argumentée et réévaluée. Donc pour ce critère et le suivant, les établissements concernés sont les établissements accueillant des personnes en psychiatrie ou liées à la santé mentale. Puis donc le dernier critère, les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie. Ici, globalement, sur ce chapitre, l'objectif est de venir évaluer si les équipes maîtrisent les risques de leur pratique, est-ce qu'elles sont en mesure d'analyser et d'améliorer la pertinence de leurs actes, globalement. Puis, pour le dernier chapitre, 3, l'établissement, 5 critères impératifs sont référencés. Le premier, qui est l'établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein. La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins. La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est-elle maîtrisée? La prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières est-elle maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement? Puis le dernier critère en lien avec les indicateurs de qualité et de sécurité des soins, est-ce qu'ils sont communiqués, est-ce qu'ils sont analysés, exploités à l'échelle de l'établissement? Dans ce chapitre, globalement, on va venir vérifier comment l'établissement répond aux risques dont il est confronté, quelle est la dynamique d'amélioration des soins, est-ce qu'il y a des plans de formation qui sont prévus, etc. Voilà d'un point de vue assez général. Ensuite, nous allons faire un petit rappel sur la fiche d'un critère, impératif ou non. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un critère impératif, pour vous détailler un petit peu comment elle est présentée. Donc, on a l'intitulé du critère en haut, puis le descriptif qui correspond un peu aux attendus lors de la visite de ce critère. Le champ d'application, à savoir si c'est tout l'établissement,
établissement psychiatrique par exemple, ou établissement accueillant un public âgé. Et le niveau d'exigence, à savoir si c'est un critère donc standard, avancé ou impératif. En dessous, vous avez l'encart éléments d'évaluation, donc qui liste les différents éléments d'évaluation qui sont évalués donc lors de la visite, avec à côté la méthode d'évaluation. Là, en l'occurrence, pour ce critère, il n'y a qu'une méthode d'évaluation, mais vous pouvez retrouver sur une fiche critère plusieurs méthodes d'évaluation, donc pour un critère en particulier. Puis sur la droite, les références que la HAS a mis en plus pour aller un petit peu pousser les informations. Et on peut retrouver également aussi l'IQSS en lien avec le critère. Donc là, c'était un rappel bref d'une fiche critère, d'un critère. Maintenant, pour mieux aborder l'évaluation des critères impératifs, différents points seront abordés, à savoir donc connaître les méthodes d'évaluation de la HAS, comprendre les attendus et consolider la performance des processus en lien avec ces critères. Donc, nous avons fait un lien avec les critères impératifs et les méthodes d'évaluation. Donc, comme je vous l'ai dit pour le chapitre 1, 4 critères impératifs ressortent. Plusieurs méthodes d'évaluation ressortent donc de ces critères impératifs. En grande majorité, ce sont essentiellement des patients traceurs qui vont ressortir, mais également un parcours traceur et des observations. Pour le chapitre 2, donc, qui est plus complet, un peu plus de méthodes d'évaluation pour les 8 critères impératifs. Des patients traceurs seront utilisés. Beaucoup de parcours traceurs également, 4. 3 traceurs ciblés et des observations. Puis pour finir, le chapitre 3, l'établissement, il y aura essentiellement en méthode d'évaluation de l'audit système pour tous les critères impératifs, mais aussi un parcours traceur qui est combiné avec un audit système. Donc là, on voit que globalement, pour tous les critères impératifs, toutes les méthodes d'évaluation sont utilisées. Donc, un point important à ne pas négliger. Je laisse la parole à Isabelle. Donc, pour poursuivre, nous avons eu le mois dernier un webinaire où nous avions parlé des méthodes traceurs. Et donc, ce qu'on peut observer en regardant ces critères impératifs, c'est que les 2/3 des critères impératifs, des 17 critères que Ambre a présentés, les 2/3 peuvent être évalués, analysés, on va dire scannés, grâce à 2 méthodes principales, le patient et le parcours traceur. Patient traceur et parcours traceur. Donc, quand on met en œuvre un patient traceur, vous voyez qu'on tape, entre guillemets, sur 5 critères impératifs. Quand on réalise un patient traceur, on peut effectivement évaluer la qualité de l'expression du consentement libre et éclairé du patient sur son projet de soins et les modalités du projet de soins. On peut évaluer la capacité des équipes à anticiper et à soulager la douleur. On peut également évaluer la pertinence des mesures restrictives de liberté. Et puis, on peut également évaluer la maîtrise du risque infectieux à travers la mise en place des précautions adéquates, standards et complémentaires. Et cette évaluation-là est complétée d'un traceur ciblé. Pour ce critère-là, il y a patient traceur et traceur ciblé. Et puis enfin, on peut évaluer également le respect de la dignité et de l'intimité du patient, ce qui est aussi complété par des observations. Donc, ça, c'est par la méthode patient-traceur. On rappelle, le patient-traceur, c'est à la fois un entretien avec le patient et un entretien avec l'équipe. Et maintenant, si on regarde le parcours traceur, quand on réalise un parcours traceur, eh bien, finalement, on arrive à analyser 6 critères impératifs. Donc, le critère de la prise en charge des mineurs dans un environnement adapté, qui s'associe également avec des observations. Pour la psychiatrie, on évalue aussi la réalisation d'un examen somatique
offert pour tout patient dans les 24 heures qui suivent son admission. On analyse aussi par le parcours traceur la maîtrise des urgences vitales intra-hospitalières, avec en plus des observations. On réalise également l'analyse du critère sur les X. Sont-ils communiqués, sont-ils analysés, sont-ils exploités à l'échelle de l'établissement? On peut également analyser l'utilisation efficace, c'est vraiment important sur ce critère-là, non seulement l'utilisation, mais aussi une utilisation efficace de la checklist au bloc et en secteur interventionnel. Et enfin, un gros critère impératif qui est vraiment fondateur, on va dire, qui est est-ce que les équipes améliorent globalement leurs pratiques, mettent en place des actions d'amélioration qui vont être fondées sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Donc, avec deux méthodes traceurs, un parcours traceur bien conçu et un patient traceur également bien identifié, vous voyez qu'on arrive à analyser 11 critères impératifs sur les 17 qui sont dans le manuel. Et puis, ces méthodes sont extrêmement importantes, ce qui me permet de vous rajouter un petit mémo. Vous vous souvenez que lors de notre dernière réunion, on avait acté le principe de réaliser ensemble au niveau régional une semaine régionale, entre guillemets, parcours traceur, et j'ai mis PPT parce que c'est parcours et idéalement patient traceur associé. Et vous voyez qu'en le faisant, ben, on avance, on progresse sur notre connaissance de notre niveau de performance sur les critères impératifs. Donc, on reviendra vers vous, bien sûr, pour ce rendez-vous prévu dans un peu plus d'un mois maintenant. On va voir comment on peut l'organiser dans chaque établissement, qui le souhaite, bien sûr. Et puis maintenant, il y a quand même un tiers de critères impératifs qu'il faut bien sûr pouvoir analyser. Donc, eux, ils sont analysés par les autres méthodes d'évaluation. Donc, le traceur ciblé. Le traceur ciblé, donc par définition, qui s'intéresse à une thématique précise. Donc, le critère impératif sur les médicaments à risque, le critère impératif sur la maîtrise du risque infectieux par la mise en place des précautions adéquates, et le critère de la maîtrise des bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Donc, ces trois critères impératifs sont analysés par le traceur ciblé, le traceur ciblé spécifique. Et comme on l'a vu, pour le risque infectieux, il y a une association avec le patient traceur. Et puis le reste, les critères impératifs restants sont des critères impératifs du chapitre 3, principalement, donc sur l'établissement. Et là, on l'a vu, hein, la lutte contre la maltraitance ordinaire, le management qui fonde, la gouvernance qui fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins, la maîtrise à gérer les tensions hospitalières et les situations sanitaires exceptionnelles, la prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières et les X. Donc là, on a l'audit système qui est vraiment une méthode un petit peu plus classique, on va dire, d'évaluation que l'on retrouve comme méthode utilisée par la HAS. Donc, l'intérêt de ces méthodes, encore une fois, on a eu l'occasion de le dire, et là, on peut le redire, on n'est pas dans un but méthodologique pur, hein, ce n'est pas de la méthodologie pure, c'est vraiment utiliser les méthodes dans le but d'analyser ces pratiques et d'identifier les points d'amélioration et les points forts. Donc, c'est vraiment en ce sens-là qu'on fait ce petit point méthodo pour se dire, il y a des méthodes qui sont parfaitement décrites par la HAS, qui sont vraiment intéressantes, qui sont pertinentes pour les pratiques des établissements. Donc, autant les prendre vraiment à bras le corps et les utiliser, encore une fois, pour que, alors, ça sert à comprendre comment va fonctionner la certification, mais ça sert surtout à améliorer la qualité et la sécurité des soins. Donc, vraiment, tout intérêt à ce qu'elle soit utilisée dans un but d'amélioration des pratiques. Et je redis encore, pour les deux méthodes, parcours traceur et patient traceur, au niveau de l'ORACS, on souhaite vraiment accompagner cette dynamique au niveau régional et vous proposer ce temps le mois prochain pour que chaque établissement puisse faire un peu moins parcours et un patient traceur. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comprendre un petit peu les méthodes d'évaluation, connaître les méthodes d'évaluation. Et donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut mieux appréhender les attendus de la HAS. Donc je repasse la parole à vous. Alors tout à fait, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse des critères, la HAS a mis à disposition sur son site 25 fiches pédagogiques permettant de mieux comprendre les attendus des critères. Ces fiches pédagogiques
sont constituées toutes de la même façon, donc avec l'intitulé de la thématique. Donc là, on a choisi l'évaluation de la gestion des droits des patients. Donc il y a en haut un descriptif de l'attendu assez général avec quelques rappels concernant la réglementation ou la loi. Une partie reprenant les enjeux nationaux. Donc là, en l'occurrence, pour le droit des patients, c'est toujours donc de positionner le patient en tant qu'acteur de sa prise en charge, respecter les droits fondamentaux des patients et acculturer les équipes de soins aux notions les plus émergentes que sont les directives anticipées ou encore la promotion de la bientraitance. Puis ensuite, il y a un petit encart sur les principales données actuelles, donc le rappel, là en l'occurrence de la loi, et toujours cet attendu du rôle, la place du patient en tant qu'acteur dans sa prise en charge. Ensuite, il y a une partie, donc ça pour toutes les fiches pédagogiques, qui concerne les attendus un peu de la certification. Donc là, vous allez retrouver les critères liés donc à chaque item, donc qui sont présentés sous des sous-parties, pilotage, action et évaluer. Bien souvent sur la partie pilotage, ça fait référence donc à les critères qui sont dans la partie 3. Les actions, on est à la fois dans les critères de la partie du chapitre 1 et chapitre 2. Et évaluation, c'est bien souvent les IQSS qui ressortent. Ensuite, cette fiche est composée donc sur des points clés qui nécessitent une attention particulière des experts visiteurs et c'est là-dessus qu'il faut vraiment se focaliser puisqu'ils disent un petit peu ce que les experts visiteurs vont venir évaluer lors de la visite. Donc, en l'occurrence, pour cette fiche sur la gestion des droits des patients, deux points sont importants. L'information donnée aux patients sur l'évaluation bénéfice-risque et le respect du patient. Donc voilà, pour chaque partie, il y a un petit zoom qui est fait pour aller un petit peu plus loin, pour voir vraiment ce qui est attendu et ce qui sera évalué ou observé. Et ensuite, pareil pour la deuxième partie, où là, en l'occurrence, pour le respect du patient, ils reprennent chaque item, la dignité, la bientraitance, la vie privée, la liberté d'aller et venir. Donc voilà ce que je peux dire sur ces fiches qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher et se servir pour mieux appréhender donc, les critères, que ce soit critères impératifs ou les critères standards ou avancés. Justement, donc dans la diapo suivante, on a fait un lien entre les critères impératifs, là en l'occurrence, et les principales fiches pédagogiques qui peuvent être en lien donc, avec ces items. Donc pour le chapitre 1, le patient, sur le consentement libre et éclairé, donc il y a cette fiche que je viens de présenter sur la gestion des droits des patients, mais aussi une partie de la fiche pédagogique sur la médecine et la chirurgie ambulatoire, où on veut voir si le patient a bien participé à son projet de soins. Voilà globalement. Ensuite, pour le respect de son intimité, de sa dignité, c'est également la même fiche que je viens de vous présenter en rapport avec la gestion des droits des patients. Pour le patient mineur, il y a une fiche spécifique sur la prise en charge des enfants et adolescents. Puis, sur la thématique de la douleur, également une fiche pédagogique douleur et soins palliatifs. Donc, dans ce diapo, on a mis des liens hypertextes qui vous permettent d'aller directement qui va vous renvoyer directement sur ces fiches pédagogiques. Pour le deuxième chapitre sur les équipes de soins, pareil, on a listé les principales fiches pédagogiques. En ce qui concerne les mesures restrictives de liberté, c'est essentiellement la fiche pédagogique psychiatrie et santé mentale qui pourra compléter les attendus de ce critère. Pour la checklist qui est utilisée de manière efficace, une fiche spécifique qui est liée au secteur interventionnel. Pour la partie sur l'examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie, donc c'est la fiche pédagogique qui est spécifique à la psychiatrie et la santé mentale.
Pour la partie des médicaments à risque, le critère des médicaments à risque, c'est la fiche prise en charge médicamenteuse qui sera en lien avec ce critère. Pour le risque infectieux et les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie, la fiche qui va compléter un peu les attendus et la fiche pédagogique prévention des infections associées aux soins. Pour l'hémorragie du postpartum immédiat, la fiche pédagogique en lien est celle de la prise en charge de l'urgence vitale en établissement. Et le dernier point sur l'analyse des EIAS, la gestion des risques et des vigilances. Et pour le dernier chapitre, l'établissement, de la même manière. Pour la maltraitance ordinaire, la fiche pédagogique en lien et la fiche sur la prise en charge des personnes âgées. Pour la partie management, la gouvernance fonde son management sur la qualité de la sécurité des soins, la fiche pédagogique en lien et la fiche sur la gestion du leadership, des équipes et de la qualité de vie au travail. Pour les tensions hospitalières et les situations sanitaires exceptionnelles, la fiche en lien et la prise en charge des urgences SAMU-SMUR et soins critiques pour voir justement la gestion, le nombre de lits, ce genre de choses en cas de crise ou de tension hospitalière. Pour les urgences vitales, c'est la même fiche que j'ai présentée tout à l'heure, la prise en charge de l'urgence vitale en établissement. Et pour finir, sur la partie IQSS, la fiche pédagogique en lien et la culture de la pertinence et du résultat. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les fiches pédagogiques à ne pas hésiter à utiliser. Justement, pour illustrer cela, on a pris un exemple d'un critère impératif. Donc, les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Pour ce critère impératif, la méthode d'évaluation est le traceur ciblé. Plus spécifiquement, donc pour celui-ci, ce sera le traceur ciblé circuit du médicament et des produits de santé. Donc là, l'évaluation va se faire à chaque étape du circuit, donc de la prescription à l'administration, afin de vérifier si les mesures mises en place pour sécuriser donc, la prise en charge du patient sont bien réalisées et maîtrisées. Voilà. Ensuite, donc, j'ai mis un exemple. J'ai pris donc, une capture d'écran d'une partie de la fiche pédagogique en lien, où il y a donc une partie sur le médicament à risque. Donc là, c'est la fiche d'évaluation sur la prise en charge médicamenteuse. Donc pareil, les points de vigilance que les experts visiteurs vont venir voir. Donc là, en l'occurrence, est-ce que le médicament à risque a bien été identifié au sein de l'établissement? Est-ce que l'établissement dispose d'une liste des médicaments à risque? Donc sur quel support? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'elle est spécifique en fonction d'un service ou un autre? Un autre point de vigilance est s'assurer que les professionnels en ont connaissance. Donc on va aller vérifier l'accessibilité, si c'est sur intranet ou ce genre de choses. Est-ce qu'il existe des protocoles? Voilà, plusieurs choses. Mais aussi s'assurer de la sécurisation des médicaments à risque, le lieu de stockage, le transport, etc. Ils ont aussi parlé donc des Never Events, mais qu'on abordera plus en détail lors du prochain webinaire sur la prise en charge médicamenteuse. Mais voilà globalement ce qu'on peut retenir sur l'analyse des critères, donc là en l'occurrence les critères impératifs. Donc il y a les éléments d'évaluation et la fiche pédagogique qui vient compléter et apporter un peu plus d'éléments sur les attendus donc des experts visiteurs lors de la visite. Alors, pour compléter, en fait, on a bien compris au début que les conséquences d'une, entre guillemets, contre-performance sur un critère impératif peuvent être très importantes, puisque fiche anomalie, ça peut être une non-certification, enfin, on va peut-être en échanger avec l'expert visiteuse, le docteur Foucault, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Donc, au niveau de la FORAP, et on en a déjà parlé, on avait pris le parti de rédiger des fiches mémo spécifiquement sur les critères impératifs, qui étaient en fait
renforcer encore le regard et les points de vigilance à porter sur ces critères. L'objectif des fiches mémo, c'est de faciliter l'appropriation des attendus de la HAS. Et donc, comme on en a déjà discuté, 5 fiches mémo ont déjà été élaborées par la FORAP et mises à disposition. Donc, une fiche mémo sur la douleur, une fiche mémo sur les médicaments à risque, une fiche mémo sur le risque infectieux maîtrisé à travers les précautions adéquates, une fiche sur l'hémorragie du postpartum immédiat et une fiche sur la gestion des événements indésirables associés aux soins. Et d'autres fiches sont en cours de rédaction. Donc, ce que je vous propose là, puisqu'on a déjà commencé, à détailler un petit peu et à prendre l'exemple de la maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque, c'est de vous montrer ce que propose la fiche mémo et ce qu'on peut attendre justement de ce regard qui va un petit peu plus loin que les phrases assez courtes finalement des éléments d'évaluation de la HAS. Donc les fiches mémo FORAP, critères impératifs, se présentent de la manière suivante. Vous avez une présentation des objectifs de la fiche qui est clairement faciliter l'appropriation des attendus. Et puis, ce qu'on trouve dans la fiche, c'est l'énoncé du critère tel qu'il est dans le manuel de certification, l'énoncé des objectifs du critère, des attendus et des éléments d'évaluation. Et on annonce également, on précise également les critères en lien avec ce critère impératif, c'est-à-dire les autres critères qui sont des critères standards du manuel, mais qui vont alimenter en fait la performance entre guillemets de ce critère impératif. Et donc pour chaque élément d'évaluation, la FORAP propose un regard qui va un peu plus loin et des points de vigilance. Donc pour le critère impératif médicaments à risque, je veux juste vous rappeler quels sont les éléments d'évaluation, ce qu'on trouve dans le manuel de certification. Il y a 3 éléments d'évaluation sur ce critère impératif et qui concernent les professionnels. Ce que la HAS veut, c'est que l'équipe respecte les bonnes pratiques des médicaments à risque à toutes les étapes du circuit. Et comme on l'a vu, toutes les étapes du circuit, c'est de la prescription à l'administration et au suivi de l'administration, en passant par la dispensation, le stockage et bien sûr l'information du patient également. Deuxième exigence, l'équipe doit disposer de la liste des médicaments à risque et connaître les règles de stockage de ces médicaments à risque. Et troisième exigence, troisième élément d'évaluation, les professionnels concernés sur ce circuit sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques qui sont induits par l'utilisation des médicaments à risque. Donc, si on prend par exemple ce dernier élément d'évaluation, voilà ce qu'on va trouver, extrait de ce qu'on peut trouver sur la fiche mémo de la FORAP. Sur l'élément d'évaluation, les professionnels concernés sont sensibilisés et formés. On rappelle qui sont ces professionnels. On explique bien que l'objectif, c'est que chacun de ces professionnels puisse mettre en œuvre dans son champ de compétences toutes les actions qui vont prévenir un risque de mésusage du médicament à risque. Et donc, par exemple, on explique que la fiche précise que la gestion d'un médicament à risque dans un service, elle doit être écrite, elle doit être disponible et elle doit être connue. On doit savoir où se trouve cette information et l'information doit être à jour. Et on propose, par exemple, qu'il y ait des fiches réflexes pour tous les médicaments à risque qui sont utilisés dans le service. Ça, c'est un point sur lequel aussi il faut être attentif. Il ne s'agit pas forcément d'avoir l'ensemble de la gestion de l'ensemble des médicaments à risque de tout l'établissement, mais ce qui est important, c'est que des professionnels puissent maîtriser les médicaments à risque utilisés dans leur service. Et par exemple, on dit que de manière assez pragmatique, on peut avoir un document qui précise la liste des médicaments à risque détenus et la manière dont on gère les risques associés à ces médicaments sur un seul document qui va être affiché, qui va être aussi disponible informatiquement. Et il y a une annexe qui propose un modèle type de ce document en annexe de la fiche. Et puis concernant l'aspect formation, sensibilisation, là, on propose aussi que on attire l'attention, on va dire, sur le fait que ces staffs d'information, il faut qu'ils soient courts, synthétiques, qu'il y ait des petits points d'évaluation à l'entrée et à la sortie de la formation, qui ne doit pas durer plus d'une demi-heure, qui doit être réalisé assez régulièrement et dont la prise en main peut être gérée, par exemple, par la COMEDIMS de l'établissement. Donc, c'est vraiment des points de vigilance assez précis et assez pragmatiques qu'on peut trouver sur ces fiches mémo. Et donc, pour compléter, toujours par rapport à ce critère impératif médicament à risque, vous voyez qu'on parle beaucoup de ce que les professionnels sont censés
connaître, faire, mettre en œuvre. Et donc, on propose, et ça va être bientôt disponible, des grilles d'entretien, puisque c'est un traceur ciblé, donc il y aura des entretiens avec les professionnels, des grilles d'entretien avec les médecins. On peut par exemple interroger de manière régulière, une fois par an, par exemple, les médecins d'un établissement ou d'un service ou d'un pôle spécifiquement sur les médicaments. C'est l'équivalent de quick audit en leur demandant, ben voilà, est-ce que vous connaissez la liste des médicaments à risque du service? Est-ce que vous savez où elles se trouvent? Est-ce que les antidotes potentiels de ces médicaments sont disponibles? Est-ce qu'il y a des protocoles d'utilisation de ces antidotes? Et puis interroger aussi les médecins sur leur formation, leur sensibilisation. Est-ce qu'ils ont reçu une formation? Est-ce qu'eux-mêmes ont dispensé des formations sensibilisation sur les médicaments à risque? Et puis aussi l'item prescription. Est-ce que la prescription des médicaments à risque dans un service donné est réservée ou pas? Est-ce que les internes peuvent prescrire ou pas? Est-ce qu'il existe des protocoles de prescription? Donc ça peut être un quick audit qui va être réalisé une fois par an, tous les 18 mois, et dont on va pouvoir ressortir des points d'amélioration à mettre en œuvre, au contraire, voir les choses qui fonctionnent bien. Et surtout, ce qui est important, c'est de penser dans ces audits, dans ces entretiens, à interroger les internes, les nouveaux arrivants, les intérimaires. Voilà. Et donc, ça peut être, c'est des entretiens qui peuvent être menés par les experts visiteurs, mais ce sont aussi des entretiens qu'on a tout intérêt à mener, nous, des audits en tout cas, qu'on a tout intérêt à mener, nous, pour voir la performance de notre critère et voir où on doit s'améliorer. De la même manière, ces entretiens peuvent se faire et doivent se faire avec des infirmiers. Avec les IDE, on aura à peu près des questions similaires à ce qu'on vient de voir, mais avec en plus des questions concernant le stockage des médicaments à risque. Est-ce qu'il y a un mode opératoire pour ranger les médicaments à risque? Est-ce qu'il y a une rotation dans l'équipe? Ou est-ce que c'est toujours la même personne qui range ces médicaments à risque? Voilà, est-ce que c'est connu? Et puis, bien sûr, un point sur l'administration des médicaments à risque. Par exemple, est-ce qu'il y a un double contrôle systématique avant l'administration d'un médicament à risque? Qui est autorisé à administrer les médicaments à risque dans le service? Et est-ce que, par exemple, les élèves infirmiers peuvent le faire? Est-ce qu'il y a une supervision? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que dans l'établissement, ça c'est aussi une recommandation qui est dans la fiche mémo, hein, on recommande qu'il y ait un pictogramme, donc par exemple un autocollant médicaments à risque qui puisse être apposé depuis la pharmacie quand les médicaments quittent au moment de la distribution au service jusqu'au moment de l'administration. Donc, on peut demander est-ce que l'infirmier conserve le pictogramme médicament risque jusqu'à l'administration. Puis, il y a aussi un point particulier pour les établissements de taille un petit peu plus importante, c'est les prêts-emprunts, entre guillemets, sauvages entre services, c'est-à-dire qu'il y a une urgence qui peut se passer la nuit, le week-end, enfin bref, la pharmacie à ce moment-là n'est pas ouverte, en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie, et des services peuvent se prêter entre eux des médicaments à risque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est prévu? Est-ce qu'il y a un protocole? Et comment ça se passe si ça a déjà eu lieu? Donc ça, voilà, c'est des points qui peuvent être évalués et qui sont importants il est important que chaque établissement le sache pour lui-même, identifier des points de sécurisation à mettre en œuvre. Et puis, dernier point aussi, il y a des observations qui peuvent être menées, par exemple par la Comédius ou par un cadre dans un autre service. Voilà, où se trouve la liste des médicaments à risque? À quelle date a-t-elle été mise à jour? Quelle est la dernière date de mise à jour? Est-ce que les médicaments à risque sont rangés à distance des autres médicaments ou pas? Est-ce qu'ils sont bien rangés? On peut également observer la dispensation. Est-ce que les médicaments à risque sont identifiés au départ de la pharmacie vers le service d'une manière particulière? Et puis, est-ce qu'il existe des protocoles d'administration, etc. Donc ça, c'est vraiment voilà, des exemples de questions qu'on peut se poser sur un critère impératif qui est la bonne maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque pour vraiment aller chercher la petite bête, mais que nous-mêmes allions chercher nos petites bêtes, que nous-mêmes allions voir, non pas dans un but de sanction, mais vraiment dans un but de dépister ce qui peut être amélioré et mettre en place les actions d'amélioration. Et donc, pour d'autres, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir cette démarche pour chaque critère impératif et se dire quels sont les points de vigilance qu'on peut avoir. Donc, ce qu'on vous propose là maintenant, c'est de voir de manière absolument pas exhaustive, parce que c'est pas possible dans ce format, et c'est vraiment
ça dépend vraiment de chaque établissement, mais quelques points de vigilance et quelques outils qui peuvent être proposés pour finalement être mieux armés vis-à-vis des attendus de ces critères impératifs. Alors d'abord, avant de proposer des outils et des choses nouvelles, bien sûr, tous les établissements disposent de ressources déjà existantes pour affronter, entre guillemets, ces critères impératifs. D'abord, les critères impératifs, là, les 17 critères impératifs que la HAS a présentés, on va dire, ont des ancêtres que sont les fameuses PEP, ces pratiques exigibles prioritaires de la V 2010. Et on en retrouve parmi les PEP, il y en a 4 qui ont vraiment perduré et qu'on retrouve dans les critères impératifs. C'est la gestion des événements indésirables associés aux soins, la maîtrise du risque infectieux, la prise en charge de la douleur et la bonne gestion des restrictions des libertés en psychiatrie. Donc, ce qui était déjà, il y a plus de 10 ans, des pratiques exigibles prioritaires se retrouvent maintenant en critères impératifs. Donc, vraiment, il faut être vraiment impeccable, entre guillemets, sur ces critères-là, parce que ça fait longtemps que c'est considéré comme des choses que la HAS ne veut plus voir. Deuxième type de ressources existantes, bien sûr, c'est les fruits de la V 2014 et toutes les analyses de processus, les identifications ou cartographies de risques que vous avez pu faire, bien sûr, sont autant d'armes pour étayer un peu ces critères impératifs. Et puis, on a vu les critères impératifs, il y a du risque infectieux, il y a de la douleur, il y a du médicament, donc il y a des ressources humaines spécialisées, on va dire, dans les établissements, qui bien sûr sont à l'œuvre pour travailler sur ces critères impératifs. Ce sont les équipes opérationnelles d'hygiène, les sous-commissions spécialisées que sont le CLIN, le CRUD, la COMIDIMS, qui ont peut-être d'autres noms maintenant, mais enfin, n'en demeurons pas moins qu'elles existent, ces ressources spécialisées, et bien sûr qu'elles sont à mobiliser sur ces critères impératifs. Il y a bien sûr ce qui fait les établissements, les managers, les professionnels, les équipes qui sont formés et qui doivent être sensibilisés et informés sur ces nouvelles modalités, d'abord, on va dire, des critères impératifs dans la nouvelle certification. Et puis le fait que les évaluations des pratiques qui continuent à perdurer sous une forme ou sous une autre permettent d'alimenter votre programme d'action qualité sécurité des soins, et donc ça aussi, ça arme vis-à-vis des critères impératifs. Et puis dernier point, les instances qu'il faut absolument mobiliser, et en particulier la commission des usagers. On a vu 4 critères impératifs dans le chapitre patient. Donc vraiment mobiliser la commission des usagers autour de cette mise en ordre de bataille sur les critères impératifs. Donc si on regarde maintenant de manière peut-être un petit peu plus détaillée, critère par critère, qu'est-ce qu'on peut proposer comme point de vigilance? Dans le chapitre 1, c'est un chapitre qui présente 4 critères impératifs, et on a bien vu que ce chapitre et son esprit, c'est vraiment la nouvelle orientation que la HAS veut donner à cette nouvelle certification. Donc clairement, je pense que les experts visiteurs sont extrêmement attentifs, pointilleux, et aussi les commissions de certification, sur le fait que ce qu'ils ne veulent pas voir comme contre-performance sur la prise en charge du patient, ça doit vraiment être il faut vraiment y faire très attention. Donc, premier critère impératif, le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins. Je pense que là, vraiment, les questions à se poser dans chaque établissement, chaque service, chaque filière, c'est comment est-ce que le projet de soins et les modalités du projet de soins sont présentés aux patients? Comment est-ce qu'on l'a conçu? Qui est censé présenter ce projet de soins? À quel moment dans la prise en charge du patient, et en utilisant quel support? Y a-t-il un support? Et donc, en se posant ces questions, se dire derrière, du coup, est-ce que peut-être on peut harmoniser cette démarche? Est-ce qu'il y a des marges d'amélioration possibles? Et là, clairement, il faut partager ces questionnements et ces travaux en commission des usagers. On ne peut pas, je pense, s'améliorer sur ce critère uniquement entre professionnels. Il faut absolument ouvrir la réflexion et la volonté d'amélioration à la commission des usagers. Donc, c'est un point à présenter en commission des usagers. Deuxième critère impératif, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. Là aussi, au-delà de ce qui est bien sûr dans le manuel et dans les fiches pédagogiques,
je pense que c'est très important de faire le lien avec les plaintes et réclamations et se demander vraiment, revenir même 3 ans en arrière en se disant est-ce qu'il y a eu des plaintes, des réclamations par rapport à cette question? Comment on l'a traité? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre? Est-ce que par contre, au contraire, on n'a rien mis en œuvre? Est-ce qu'on a juste répondu à la personne qui a fait une réclamation, mais est-ce qu'on n'a pas revu les choses en profondeur dans nos organisations? Travailler aussi sur les questionnaires de satisfaction. Je sais que c'est toujours compliqué, il n'y a pas forcément beaucoup de retours, mais y travailler pour pouvoir voir ce qui ressort sur ces items. Et là encore, partager ça en commission des usagers. Et puis il y a un autre point important aussi, c'est que d'ores et déjà, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais si ce n'est pas encore fait, partagez vraiment avec les managers de proximité les points d'observation des experts visiteurs quand ils sont en visite. C'est extrêmement important qu'on ait tous conscience de qu'est-ce que les experts visiteurs vont regarder et finalement, nous, où est-ce qu'on en est. L'exemple qui a été donné, c'est par exemple un patient qui sort de sa chambre avec une surblouse en non tissé transparente et qui est a priori pas vêtue en dessous, et on observe bien est-ce que ça choque ou ça ne choque pas les professionnels autour, est-ce qu'on réagit ou est-ce qu'on ne réagit pas. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut tout à fait observer, analyser et améliorer de nous-mêmes. Donc communiquer sur ces items observation HAS d'ores et déjà auprès des managers de proximité et des équipes. Et puis, envisager des supports d'information sur cet aspect du respect de l'intimité et de la dignité, si ces supports n'existent pas encore. Troisième critère impératif sur le patient mineur qui doit bénéficier d'un environnement adapté. Donc ça, bien sûr, on comprend les attendus du critère. Donc, je pense que le seul point de vigilance, je pense qu'on peut peut-être là indiquer, c'est sur les prises en charge ambulatoires. Parce que les secteurs qui sont des secteurs pédiatriques, ils sont pédiatriques, mais les prises en charge ambulatoires sont des prises en charge mixtes souvent, et il faut absolument avoir cette vigilance de se dire est-ce qu'on a une attention pour préserver la prise en charge des patients mineurs. Et enfin, le dernier critère impératif du chapitre 1 concerne la douleur. Donc là je pense qu'on a tous les éléments, c'est juste peut-être remettre ou continuer à animer le CLUD, les référents douleurs, vraiment redonner un souffle nouveau avec ce critère impératif, et puis revoir aussi les outils d'évaluation qui sont disponibles dans l'établissement, dans le service. Est-ce qu'on a les échelles d'évaluation? Est-ce que tout le monde les maîtrise? Est-ce qu'on a aussi ce qu'il faut pour les patients non communicants? Enfin voilà, vraiment revoir les outils d'évaluation, les protocoles, les médicaments, et faire le lien avec la pharmacie. Et puis, bien sûr, communiquer les résultats de l'indicateur qualité autour de la douleur et vraiment en faire un outil de pilotage. Vraiment communiquer sur comment ça a évolué sur les 3 ou 4 dernières années, 3 ou 4 dernières mesures en tout cas, et qu'est-ce qui est mis en place. Encore une fois, ça n'est pas du tout exhaustif, c'est une suggestion de point de vigilance. Concernant le chapitre 2, donc là on a 8 critères qu'on va appeler entre guillemets des critères terrain, vraiment. Et voilà ce qu'on peut proposer, suggérer en pratique. Donc d'abord sur la pertinence des pratiques des équipes, concernant le recours aux mesures restrictives de liberté, ben là c'est vraiment réviser les protocoles, réaliser des évaluations des pratiques professionnelles, et puis consulter les plaintes et réclamations et les événements indésirables associés aux soins qui sont en lien avec ce critère, avec cet item. Ce critère, il est évalué, on se souvient, par un patient traceur. Donc, vraiment, on interroge le patient, on interroge son entourage, on interroge les équipes. Et donc, vraiment, il faut avoir inciter les équipes à signaler vraiment ce qui, à leurs yeux, correspond à des anomalies par rapport à cette restriction de liberté. Soit parce que le patient, ça a débouché sur un excès, soit parce que, voilà. En tout cas, vraiment, plainte et réclamations, les regarder de près et surtout demander aux équipes de signaler les événements indésirables qui pourraient survenir dans ce contexte. Concernant la coordination des équipes, donc il y a la question de l'accès à un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie. Donc ça, c'est vraiment un critère exigeant parce qu'il est demandé l'accessibilité à un praticien somatique dans les 24 heures et puis un suivi somatique régulier. Donc ça peut être difficile à mettre
œuvre. Peut-être que ça peut être mis en œuvre sur le papier, mais finalement, le praticien n'est pas forcément disponible, etc. Donc, il faut vraiment être attentif là-dessus. Et puis, voir comment s'organise la traçabilité de ce suivi somatique. C'est aussi un point important. Et puis, il y a la question de la checklist, hein, encore une fois, la checklist au bloc et dans les secteurs interventionnels. On demande à ce qu'elle soit utilisée et de manière efficace. Il y a un flash sécurité patient de la HAS est sorti en 2021, l'année dernière. Et dans ce flash sécurité, on retrouve encore très récemment des erreurs de côté, des erreurs de site lors des interventions chirurgicales avec un mésusage ou carrément une non-utilisation de la checklist. Donc, je pense que tous les secteurs concernés ont réalisé plusieurs EPP par le passé sur l'utilisation de la checklist. Il faut reprendre les résultats de ces EPP, voir quelle suite leur a été donnée, réaliser si besoin un nouvel audit, une nouvelle EPP sur cette pratique, et vraiment se dire que ce n'est pas acquis la checklist. Hein. Sur la manière dont c'est utilisé, ce n'est pas encore acquis. Donc, il faut vraiment être attentif là-dessus. Et puis, le gros morceau aussi du chapitre 2 concernant la maîtrise des risques. Donc, sur l'utilisation des médicaments à risque, donc on a déjà vu, c'était notre exemple, hein, notre exemple fil rouge, donc la fiche mémo, les guides d'entretien. Il y a également un flash sécurité patient de la HAS qui est sorti l'an dernier sur les médicaments à risque, il y a quelques mois. Critères sur la maîtrise du risque infectieux à travers l'application des précautions standards et complémentaires. Donc là aussi, la fiche mémo de la FORAP. Et comme on a eu l'occasion d'en parler avec le CEPIAS au mois d'octobre, il y a un nouvel indicateur qualité qui arrive sur les précautions complémentaires contacts. Donc, qui en approche et qui va être aussi un moyen d'évaluer ce critère. Ensuite, les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Là, que dire si ce n'est qu'il faut absolument arriver à mobiliser de manière coordonnée les chirurgiens, le clin, la pharmacie, pour surtout une actualisation régulière de ces bonnes pratiques. Sur l'hémorragie du postpartum immédiat, donc là, il y a un indicateur qualité et la FORAP a également une fiche mémo, donc qui est à votre disposition hein, pour les services concernés. Et puis le dernier critère impératif de ce chapitre, c'est le critère impératif sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, qui permet aux équipes de s'améliorer. Donc là encore, il y a une fiche mémo de la FORAP. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que la plupart des établissements, on avait fait une évaluation, une enquête rapide il y a peut-être 4 ans de ça, 3-4 ans de ça, sur les chartes d'incitation au signalement. Donc la majorité des établissements de santé en Guadeloupe ont une charte d'incitation au signalement. Mais ce qui était ressorti, c'est que, ok, Tania, à tout à l'heure, ce qui était ressorti, c'est que cette charte d'incitation, elle ne vivait pas forcément. Et donc, il faut vraiment arriver à faire vivre cette charte d'incitation, pas que ce soit juste un document signé et on est content qu'il existe, mais vraiment que euh, chaque professionnel susceptible de signaler un événement indésirable soit au courant de cette charte et de ce qu'elle représente, de ce qu'elle implique. Autre point de vigilance, euh, tous les établissements de santé ont une équipe, une personne ressource ou des personnes ressources qui analysent des événements indésirables associés ou sont signalés. Il faut vraiment que vous interrogiez la qualité de ces analyses. Est-ce que vraiment les analyses vont vers les causes profondes et est-ce que derrière, il y a des plans d'action qui sont mis en place? C'est vraiment les deux aspects. Les causes profondes et est-ce qu'on interroge les organisations, le management, l'environnement et est-ce que les plans d'action sont des plans d'action qui vraiment vont éviter, empêcher la récidive d'un événement indésirable similaire? Donc, il faut avoir cette auto-analyse non, enfin, voilà, très, très critique, on va dire, sur la qualité des analyses des événements indésirables associés aux soins. Et puis vraiment renforcer la pratique du retour d'expérience, c'est-à-dire s'obliger, quand il y a eu une analyse réalisée, s'obliger vraiment à en faire une fiche anonymisée, synthétique, qu'on puisse partager dans l'établissement et que finalement chacun se dise, ben voilà, un événement a été signalé, on a pu l'analyser et voilà des actions d'amélioration qui ont été décidées et qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc ça sert à quelque chose et on en est informé. Donc vraiment qu'on renforce cette pratique du retour d'expérience. Et après, en termes d'outils qu'on peut proposer,
ben, c'est vous rappeler qu'on est dans une phase où il y a un challenge proposé par la FORAP, qu'on a appelé le challenge EIGS, où on incite les établissements à signaler des événements indésirables. Et l'ORACS propose une aide méthodologique pour l'analyse, une aide méthodologique pour la rédaction du retour d'expérience. Et ça se fait dans toutes les régions de France, hein, coordination FORAP. Et ensuite, en avril, on aura un retour un petit peu, on va dire, national, interrégional, avec des fiches, des retours d'expérience anonymisés. Donc, je vous incite encore, hein, si c'est possible, si ce n'est pas encore fait, soit à vous inscrire sur ce challenge, soit à nous contacter, voilà, et puis qu'on puisse progresser ensemble avec les équipes. Et puis, dernier petit point, l'escape game de l'ORAX, dont je vous ai parlé la dernière fois, il est prêt. On ne peut pas encore le lancer voilà, parce que la situation est telle qu'elle est, mais cet escape game, il porte sur précisément l'analyse des événements indésirables associés aux soins en équipe. Donc, ça va être un outil qui va permettre de sensibiliser les équipes. Et puis, chapitre 3, donc au niveau du chapitre 3, 5 critères en lien avec le top management, donc qui parle là de politique qualité. Premier critère impératif, l'établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein. Donc, pour lutter contre la maltraitance, le premier point, c'est de pouvoir la repérer. Et donc, repérer la maltraitance ordinaire, ça veut dire pouvoir afficher une volonté au niveau de la politique qualité de l'établissement, volonté de lutte contre la maltraitance ordinaire, l'afficher vraiment. Permettre aux professionnels de se former au repérage des situations de maltraitance, au repérage des risques de bascule vers la maltraitance ordinaire. Et à ce titre-là, ben, on a reporté, pour l'instant sans date encore précisée, notre formation sur la bientraitance et la simulation du vieillissement. Mais voilà, il y a d'autres types de formations qui existent. Vraiment, ce point est extrêmement important. Et là encore, on rappelle l'implication de la commission des usagers dans, ce, dans le fait de muscler un petit peu la performance de ce critère. Ensuite, on demande aussi, critère impératif, que la gouvernante fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins. Donc là, c'est la politique qualité. Et puis, pourquoi pas se poser la question de remettre en place, si ça a été suspendu, les rencontres sécurité. On avait là aussi travaillé sur ce point-là. Donc là, ça remonte à un peu plus de 3 ans. C'était ces fameux Safety Walk Rounds qui étaient préconisés par la HAS. Et ça reste un principe assez intéressant. Et si le management est d'accord pour le faire, on peut tout à fait. Voilà, c'est des outils qui existent. Et au niveau de l'ORACS, on avait commencé une démarche régionale. Ça peut être relancé si besoin, mais après, chaque établissement peut tout à fait le faire. Et c'est vraiment un moyen de fonder son management sur la qualité et la sécurité des soins. Vraiment. Ensuite, sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, mais avec tout ce qu'on vit entre les vagues Covid, les mouvements sociaux, etc., on a vraiment de quoi faire un rétex. Hein. C'est un point qu'on a largement débattu assez fréquemment dans nos réunions. Donc, il y a par exemple l'outil d'évaluation du dispositif de gestion de crise de la FORAP, qui est un fichier Excel. Mais après, on a toutes les formations qu'on a pu mettre en œuvre au niveau de l'ORACS et on peut continuer à avancer sur ce rétex. Voilà, sur la gestion des situations de crise. Mais je pense que là, vraiment, les établissements sont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, mais armés, nos établissements. Ensuite, sur la prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières, donc c'est devenu un critère impératif, donc extrêmement important. Ça implique d'avoir un plan de formation. C'est très important que le plan de formation prévoit une récurrence des formations, parce que si on ne pratique pas la prise en charge d'une urgence vitale, ben on oublie. Donc ça doit être assez régulier. Et puis bien sûr, tout ce qui est attendu en termes de chariot d'urgence et de gestion du chariot d'urgence, en termes de procédure d'appel à des personnes, à des spécialistes capables d'intervenir, et si possible d'avoir un numéro d'appel direct, voire unique. Et puis, point de vigilance aussi, l'information immédiate en temps réel des nouveaux professionnels et des intérimaires sur les procédures de gestion d'urgence vitale intra-hospitalière dans l'établissement, dans le service. Et puis sur les X, bon voilà, là, ça implique la gouvernance, les équipes, et on peut envisager, si vous le souhaitez, une action régionale sur les X, mais ça, c'est pas. Voilà, donc là, nous sommes arrivés au terme de ce que nous voulions échanger avec vous, hein, sur
qu'est-ce qu'on a comme méthode pour pouvoir évaluer notre performance sur les critères impératifs, quels sont les attendus de la HAS et quels sont les points de vigilance qu'on peut déjà identifier et comment est-ce qu'on peut tout de suite y aller. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ou d'autres points? J'ai vu passer le message du docteur Foucan qui a dû nous quitter. Donc, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le docteur Foucan est expert visiteur à la HAS sur cette nouvelle itération de la certification. Donc, elle aurait pu nous donner un éclairage, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir ultérieurement. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros, n'hésitez pas. Pas de questions pour l'instant. Alors, je vous dis d'ores et déjà, et je vais arrêter l'enregistrement, mais on va rester ensemble. Je vous dis d'ores et déjà qu'il y a dans le chat un questionnaire, notre traditionnel questionnaire de satisfaction. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de le remplir euh, tout de suite avant de vous déconnecter. Comme ça nous permet, encore une fois, d'avoir vos retours, d'avoir vos impressions et d'essayer d'améliorer sur la suite les autres webinaires. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.